Dans cette conversation, les personnes discutent de différentes questions, notamment sur la façon de consulter un événement sur Facebook et sur la question de savoir qui elles sont. Elles soulignent que la question de l'identité est complexe et qu'il est impossible de se définir entièrement. Elles reconnaissent également l'importance des expériences, de la mémoire et des influences énergétiques dans la formation de l'individu. En ce qui concerne l'éveil spirituel, elles notent que le basculement vers un état de conscience élargi est une étape, mais pas le but final. Elles expliquent que la conscience peut revenir à une certaine individualité, mais avec une perspective différente et une compréhension plus profonde de soi et du monde. Elles soulignent cependant que chaque personne peut avoir une expérience différente de l'éveil et que la stabilité de cet état varie d'une personne à l'autre. Finalement, elles mentionnent que malgré les changements dans la perspective sur la vie, les émotions, le mental et les réactions restent présents dans le quotidien. Il n'y a pas de changement visible, mais c'est notre perception de la vie et notre relation au monde et à nous-mêmes qui se transforment. Il peut y avoir moins de réactivité à certaines choses, mais certaines réactions peuvent toujours être présentes en fonction de nos traumatismes et de nos blessures passées. Parfois, l'esprit peut s'accrocher à un état de plénitude et ne pas vouloir revenir dans l'incarnation. Cependant, il est important d'accepter l'expérience incarnée et de plonger dans le monde avec amour. Avec le temps, l'acceptation et la paix avec l'expérience incarnée se stabilisent. Nous vivons cette expérience temporaire en tant qu'individus, avec notre histoire, nos préférences, notre caractère, nos passions, etc. Après l'éveil, il peut y avoir des périodes de retour à l'identification, mais il est possible d'atteindre une satisfaction et une plénitude profonde. La présence et l'acceptation de l'expérience humaine sont des aspects importants de notre bien-être. Il est intéressant d'observer comment l'acceptation de l'insatisfaction et de la frustration peut apporter une paix profonde. Cela ne signifie pas qu'il faut rester dans des états inconfortables, mais plutôt chercher des solutions pour soulager la souffrance. Il est également important d'accepter les aspects de nous-mêmes qui ne sont pas acceptables sur un certain plan, et de leur apporter amour et compassion. Les soins énergétiques peuvent être une façon d'apporter cette écoute bienveillante à notre être intérieur. En étant présents, nous vibrons à un niveau vibratoire élevé. Jean-Pierre pose une question sur le rapport entre le faire et l'être. Il ressent une oscillation entre des moments où il est dans l'être, notamment après une séance avec SN, et des moments où il ressent le besoin de s'activer et de faire des tâches liées au travail. Lorsqu'il est dans le faire, il a du mal à maintenir la paix intérieure et se sent tendu. Il essaie de rester en présence dès le début de la journée mais se force à limiter la consommation de vidéos et d'informations sur la spiritualité, car cela perturbe son travail. Il demande comment concilier le bien-être de l'être avec les exigences du monde du travail. SN répond en expliquant qu'il n'y a pas de contradiction entre le faire et l'être. La vie est un mouvement constant et l'être s'exprime à travers les actions. Cependant, dans notre conditionnement, il y a souvent une attente de résultats et une projection vers un but, ce qui peut générer du stress. Il est possible de faire sans s'attacher aux résultats et de lâcher prise, comme dans les soins énergétiques. Le soin énergétique consiste à lâcher prise sur le résultat et faire confiance à la vie. Il s'agit de se mettre en mouvement avec un objectif tout en sachant que la vie agira selon ses propres décisions. Le détachement du résultat permet de ne pas être stressé ou crispé, mais plutôt joyeux. Dans l'action, il est possible d'apprécier l'action et d'en retirer du plaisir, même si le résultat ne se concrétise pas. Ce détachement est similaire à jouer à un jeu, où l'importance réside dans le plaisir du jeu plutôt que dans le gain ou la victoire. Dans le monde des affaires, où le résultat est souvent lié à l'argent, il peut être cristallisant et engendrer des peurs. Il est nécessaire de explorer ces peurs et de les transformer en confiance en la vie. Il est important de réaliser que l'être humain fait partie d'un ensemble de phénomènes appelés la vie, et que c'est la vie qui agit à travers lui. Lâcher prise sur le résultat permet de faire de son mieux et de faire confiance à ce qui doit se vivre. Dans un milieu axé sur le résultat, il est parfois difficile de lâcher prise, mais il est possible de faire confiance et de lâcher prise même dans ce contexte. En enlevant la peur de ne pas réussir, on peut retrouver la joie et le plaisir dans l'action. Dans cette réponse, l'idée principale est de dénouer les peurs et l'importance du succès pour retrouver la joie de faire les choses dans le présent.
Il est également souligné qu'il est important de se nourrir de moments de retour à l'être pour avoir la ressource nécessaire dans nos actions. Au niveau du mental, il est évoqué que les parties protectrices peuvent avoir peur de manquer et ont été conditionnées à fonctionner sur la base de la productivité. Cependant, il est possible de reprogrammer ce programme en adoptant la confiance plutôt que la peur du manque. Le dialogue intérieur est également mentionné comme un moyen de reprogrammer nos systèmes en leur donnant de nouvelles informations. Un exemple est donné avec la peur de l'avion, où il est expliqué qu'on peut dire à notre système qu'il est plus sécuritaire d'avoir confiance plutôt que d'avoir peur. En conclusion, il est souligné qu'on peut vraiment reprogrammer notre façon de penser et de réagir grâce à la plasticité neuronale. Dans ce témoignage, la personne évoque sa peur liée à l'argent et la peur de manquer. Cependant, elle remarque que la vie lui envoie des signes pour lui dire de lâcher prise et de faire confiance. Elle partage une expérience, malgré un manque d'argent pour financer une formation et un stage, une somme inattendue est apparue pour lui permettre de réaliser ses projets. Elle souligne l'idée que la vie nous protège et nous guide vers le bon chemin, et que cela renforce sa confiance en ces signes du destin. L'autre intervenant confirme avoir également vécu de nombreuses fois cette expérience où l'argent manquant apparaît de façon miraculeuse. Il ajoute que cela renforce sa conviction que la vie répond à nos vibrations et à nos croyances. Ils évoquent également l'importance de revenir à l'instant présent, de ressentir le non-manque et de se connecter à un sentiment d'abondance intérieure. Ils soulignent que cela demande parfois d'explorer les peurs et croyances limitantes pour les apaiser et aligner nos vibrations. Il conclut en soulignant que la vie nous montre constamment ce qui se passe en nous, et que le mental finit par s'incliner devant l'évidence au fil des expériences vécues. Dans cette discussion, les interlocuteurs évoquent la notion de changement de perspective dans la vie. Ils constatent que le fait de changer son attitude d'observation permet de voir une même scène de manière totalement différente, passant d'une vision catastrophique à une vision lumineuse et bienfaisante. Ils souligne l'importance d'être dans une autre présence vibratoire pour changer ce point d'observation. Il compare cette idée à la résonance et explique que cela nécessite d'être dans un état de présence différent. Ils abordent également la notion d'éveil et discutent de l'idée d'être assis dans le soi. L'un des interlocuteurs exprime son scepticisme par rapport à cette idée, la qualifiant de douce fable. Il affirme que tous les êtres sont identiques et qu'il n'y a pas de séparation entre eux. Il conclut en soulignant que même un maître réalisé peut ressentir des émotions et avoir un ego, car il reste connecté au monde à travers son corps et son mental. Ils remettent en question l'idée que le soi soit quelque chose dans lequel on peut s'asseoir, affirmant que le soi est indépendant de toute personne ou chose qui s'y installe. Ils attribuent cette idée à une partie du mental qui se prend pour le soi, appelée parfois l'ego spirituel. Dans cette conversation, il est question du lâcher-prise et du contrôle mental. L'intervenant souligne qu'il est facile de tomber dans des pièges et que cela arrive à tout le monde. Il explique que parfois, le mental se fait passer pour le soi et il est important de reconnaître cette illusion. Il mentionne également que le mental cherche simplement notre bonheur et qu'il ne faut pas le juger. Il parle aussi de la création d'un oracle, qui est un outil non divinatoire, mais qui donne des conseils et des guidances en fonction des énergies présentes. Il explique que ces cartes vibratoires sont créées à partir de la connexion à des qualités de l'être, telles que l'accueil, et qu'elles contiennent une vibration qui peut avoir une influence sur celui qui les utilise. Enfin, il soulève le fait que la question de Jean-Pierre fait écho à une préoccupation qu'il a eue pendant longtemps, sans préciser de quoi il s'agit. La personne soulève la question de la dichotomie entre l'éveil spirituel et les connaissances ésotériques. Elle explique qu'elle croyait auparavant qu'il y avait une séparation entre les deux et qu'elle devait choisir entre les deux. Cependant, elle réalise maintenant qu'il n'y a pas de séparation réelle et que les différentes pratiques peuvent être complémentaires. Elle mentionne également l'importance de suivre les motivations naturelles de la vie plutôt que de se laisser guider par des peurs ou des préoccupations mentales. Elle souligne la richesse et la créativité de chaque être humain dans son propre chemin spirituel. C'est une belle exploration de l'unité et de la diversité de l'expérience humaine. Dans cette discussion, les participants abordent le thème de l'ésotérisme et mettent en garde contre le risque de se perdre dans cette pratique. Ils soulignent que l'ésotérisme peut être une expérience enrichissante, mais qu'il peut également conduire à des illusions et renforcer le sentiment de séparation. Ils affirment que les guides spirituels ne sont que des aspects de nous-mêmes ou
Des êtres dans d'autres dimensions qui nous aident à évoluer. Ils insistent sur le fait qu'il n'y a pas de séparation et que nourrir ce sentiment de séparation par l'ésotérisme peut conduire à une perte de soi. Un participant exprime sa gratitude pour la connexion et la familiarité ressentie avec les autres. Ils reconnaissent que le chemin de l'humanité est souvent marqué par la solitude et la difficulté à se connecter les uns aux autres, mais soulignent aussi le potentiel de se reconnaître et de se connecter à notre véritable être. Il conclut en soulignant que même si les peurs et les doutes peuvent revenir, l'important est d'être présent dans l'instant et de rester connecté à soi-même. Il partage également une anecdote personnelle sur la manière dont ils ont abordé la solitude avec leur enfant. La question posée porte sur la définition de l'intimité et sur sa nature changeante. L'intervenant fait part de sa confusion quant à la signification de l'intimité, se demandant si cela se limite à des frontières physiques ou si cela inclut également des secrets et des aspects psychologiques. Il explore également l'idée que l'intimité peut être différente pour chaque individu mais peut aussi être partagée par tous. L'intimité énergétique et physique est abordée, soulignant que l'interaction avec autrui peut perturber notre énergie interne si elle n'est pas en harmonie avec la nôtre. Finalement, l'intimité est perçue comme une question complexe, à la fois variable et générale. Du contexte et du niveau de manifestation de la vie. Il est important de distinguer entre le plan énergétique et le plan psychologique lorsqu'il s'agit d'intimité. Au niveau énergétique, il peut y avoir des intrusions qui se produisent lorsque quelqu'un perturbe notre énergie, mais il est essentiel de fixer des limites et de ne pas laisser les autres empiéter sur notre espace. Chacun a sa propre notion d'intimité psychologique, influencée par la culture et l'éducation, et il est important de respecter ces différences. Sur le plan énergétique, les intrusions sont possibles, mais il ne faut pas en faire un problème majeur. Il suffit de réagir adéquatement et de faire comprendre à l'intrus qu'il n'a pas sa place. Tout cela fait partie du jeu de la vie manifestée, où différentes formes interagissent en fixant leurs limites. Il n'est pas nécessaire de juger ces situations, mais de les aborder comme des éléments du jeu de la vie. Dans cette discussion, le protagoniste exprime des réflexions sur la nature de la réalité et de la perception des autres. Il se demande s'il a vu l'énergie d'une autre personne ou si ce qu'il a vu est en fait une projection de sa propre énergie. Il explore également la peur et comment celle-ci peut être liée à nos propres peurs internes. Il discute également de l'idée que la peur de quelqu'un d'autre peut représenter un potentiel de danger pour soi-même, mais que dans un état profond de paix intérieure, ces dangers sont éloignés. Il partage également des expériences de fusion avec d'autres et discute de la différence entre être énergétiquement intrusif et simplement goûter l'expérience d'une autre personne sans déplacer l'énergie. Finalement, il se questionne sur la réalité et sur la perception de soi et des autres. Dans cette conversation, les interlocuteurs discutent du concept de rencontre et de réalité. Ils s'accordent sur l'idée que les rencontres se produisent lorsque les vibrations de deux personnes se rencontrent et partagent des informations. Ils reconnaissent que les rencontres peuvent être agréables ou conflictuelles, mais que c'est toujours une rencontre entre deux personnes inconscientes. Ils soulignent également que la réalité n'est pas fixe et dépend du point de vue d'une personne et du système de croyances auquel elle adhère. Ils évoquent l'importance du discernement et de remettre en question ses croyances afin de créer sa propre réalité. Ils mentionnent les outils tels que l'interrogation des croyances et le fait de douter pour changer de perspective. Un exemple concret est donné où une personne se pose des questions sur sa croyance en suivant sa voix intérieure ou son âme, lorsque cela a conduit à une situation difficile. La discussion se termine en évoquant la peur de remettre en question certaines croyances. L'auteur explique qu'il a reçu une guidance selon laquelle le guide ne dit pas la vérité, mais guide vers ce que l'âme doit vivre. Il souligne l'importance de faire confiance à la voix de son âme, même si on n'est pas sûr que c'est elle qui parle. Il explique que les décisions sont prises bien avant qu'on croit les prendre, et que les expériences vécues ne sont pas des erreurs, mais ce qui doit être vécu. Il souligne également que le meilleur n'est pas toujours la guérison, mais peut-être vivre une maladie, car cela peut avoir un impact sur tout l'environnement d'une personne. L'auteur aborde ensuite le sujet d'un échec qui a affecté sa confiance en lui, car quelqu'un lui a fait sentir que c'était lui qui avait tout gâché. L'auteur remet en question cette croyance et explore la possibilité qu'il y ait d'autres facteurs en jeu qui ont conduit à cet échec. Il est possible que derrière le refus d'amour se cachent des blessures, des traumatismes ou des peurs de souffrir,
d'être déçu, rejeté ou abandonné. Il est important d'aller investiguer ses protections et de prendre soin de ses blessures pour pouvoir vivre des relations épanouissantes. Elle est également possible que le refus d'amour soit lié à des croyances selon lesquelles l'amour est dangereux, impose des conditions ou limite la liberté d'être soi-même. Il est crucial de poser la question: qu'est-ce que tu veux pour moi? À ces parties en nous et d'écouter leurs réponses avec curiosité et sans jugement. Il est important d'être dans l'observateur et de changer notre perspective sur les événements pour pouvoir trouver la guérison et la libération de la souffrance. La conversation se termine avec un dernier mot de remerciement et de gratitude pour les moments partagés. Il est signalé que cette expérience sera renouvelée chaque dimanche avec différentes personnes, et peut-être même à d'autres dates. Des idées sont évoquées pour améliorer le projet dans le futur, mais pour l'instant, il est préférable de se concentrer sur ce qui a déjà été planifié. Un remerciement chaleureux est exprimé à tous les participants et à Jean-Pierre, suivi d'un au revoir.